Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Le soleil matinal entrait timidement par la fenêtre du petit appartement de Carmen Ruiz, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air et, métaphoriquement, les diplômes qui reposaient sur la table. Double diplôme, 4 langues parlées couramment, expérience internationale, en gestion de projet, un curriculum vitae qui aurait dû ouvrir n'importe quelle porte. Cependant, la lumière révélait aussi, sans pitié, l'asymétrie de son visage, les cicatrices qui racontaient l'histoire d'une malformation congénitale et d'un accident d'adolescence, et le grain de beauté proéminent que beaucoup considéraient comme une distraction, un défaut. Carmen soupira, sentant le poids familier de l'injustice et de la frustration accumulée après d'innombrables processus de sélection. À chaque entretien, le même schéma se répétait avec une cruauté presque orchestrée. Des éloges dithyrambiques sur ses qualifications, des regards admiratifs en feuilletant son portfolio, suivis d'un subtil détournement du regard, d'un malaise palpable lorsque la conversation exigeait un contact visuel prolongé. Les excuses variaient, ne correspond pas à la culture de l'entreprise. Nous recherchons un profil différent. Le poste a été gelé, mais le message sous-jacent était toujours le même. Son apparence était un obstacle insurmontable, une barrière silencieuse qui invalidait tout son brio. Le marché du travail, si avide de compétences, semblait reculer devant ce qui n'était pas conventionnellement beau. Poussé davantage par le besoin urgent de se rétablir professionnellement que par l'ambition qui l'animait autrefois, Carmen tomba sur une annonce pour un poste d'assistante de direction chez Entreprise Montero. Le poste était objectivement en deçà de ses vastes qualifications, un échelon considérablement plus bas sur l'échelle professionnelle qu'elle s'était tant efforcée de gravir. Cependant, la nécessité financière et le désir de prouver sa valeur, même dans une fonction plus modeste, l'emportaient. Elle prépara son curriculum vitae, l'ajustant minimalement, et l'envoya avec un mélange d'espoir résigné et l'amertume d'un nouveau rejet potentiel. Au siège imposant d'Entreprise Montero, Gabriel Torres, le directeur des ressources humaines, analysait la pile de curriculum vitae avec un œil exercé à identifier les talents. En tombant sur celui de Carmen Ruiz, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Les qualifications sautaient aux yeux. Une symphonie de compétences rarement vue pour le poste en question. Il ressentit l'excitation qui le gagnait toujours en trouvant un diamant brut ou, dans ce cas, déjà taillé. Il appela son assistante, Véronica, une jeune femme dont la préoccupation pour l'esthétique de l'entreprise primait souvent sur l'évaluation du mérite. « Véronica, s'il vous plaît, organisez un entretien avec cette candidate, Carmen Ruiz, pour le poste d'assistante de direction. Elle semble exceptionnellement qualifiée, » dit Gabriel en tendant le CV. Véronica prit le document, ses yeux parcourant rapidement les informations. Lorsqu'elle chercha le profil en ligne de Carmen, conformément au protocole de vérification des réseaux professionnels, son visage se tordit en une grimace de dégoût. « Monsieur Torres, » commença-t-elle avec une hésitation calculée, « avec tout le respect que je vous dois. Mais avez-vous vu son apparence? Elle est franchement désagréable à regarder. Je ne pense pas que ce soit l'image que nous voulons associer aux entreprises Montero, surtout pour un poste qui traite directement avec la présidence. » Gabriel fronça les sourcils, une pointe d'irritation naissant en lui. « Véronica, nous recrutons une assistante de direction, pas un mannequin pour la couverture du magazine de l'entreprise. Ses qualifications sont impeccables et c'est ce qui m'intéresse. Organisez l'entretien, s'il vous plaît. » Sa voix était ferme, ne laissant aucune place à d'autres discussions superficielles. Véronica, bien que contrariée et marmonnant à voix basse sur le maintien des standards, obéit, fixant l'entretien avec le sentiment que son patron commettait une erreur qui affecterait l'image soignée de la société qu'elle chérissait tant. Le jour de l'entretien, Carmen entra dans le somptueux bâtiment des entreprises Montero, ressentant la nervosité habituelle, mais aussi une détermination renouvelée. Elle portait un tailleur impeccable, ses cheveux élégamment attachés,
une tentative de minimiser toute distraction visuelle et de concentrer l'attention sur sa posture professionnelle. Lorsqu'elle fut annoncée, Gabriel Torres la reçut avec une poignée de main ferme et un sourire qui, à la surprise de Carmen, parut sincèrement accueillant, dépourvu de la gêne à laquelle elle avait si souvent été confrontée. Il la conduisit à son bureau, un vaste espace avec vue sur la ville. Au cours de la conversation, Carmen articula ses expériences et ses compétences avec clarté et confiance. Elle répondit à chaque question technique avec précision, démontra son raisonnement stratégique en analysant des scénarios hypothétiques et sa maîtrise des langues requises était indéniable. Puis, percevant le regard de Gabriel s'attarder un instant sur son visage, elle décida d'aborder l'éléphant dans la pièce. « Monsieur Torres », dit-elle avec un calme digne, « je sais que mon apparence n'est pas conventionnelle, mais je vous assure que ma valeur réside dans mon esprit, dans ma capacité de travail et dans mon dévouement, pas dans les traits de mon visage. » Les mots de Carmen, chargés d'une honnêteté désarmante et d'une profonde conscience de soi, touchèrent Gabriel. Il ressentit une vague d'admiration pour la force de cette femme et simultanément une pointe de honte pour toute hésitation qu'il aurait pu avoir, même momentanée, influencée par le commentaire futile de Véronica. « Madame Ruiz, » répondit-il avec sincérité, « votre compétence est incontestable et votre franchise ne fait que renforcer l'excellente impression que j'ai de vous. Vos qualifications vous placent en tête de liste des candidats. » Il savait cependant que la décision finale ne lui appartenait pas. Le rapport d'entretien en main, Gabriel se dirigea vers l'étage de la présidence, un sanctuaire de pouvoir et de décisions froides. Alejandro Montero, l'énigmatique et implacable président de l'entreprise, était connu dans le milieu des affaires comme le calculateur. Ses décisions étaient légendairement logiques, dépourvues de tout sentimentalisme, axées uniquement sur les résultats et l'efficacité. Présenter Carmen comme candidate principale était un risque calculé pour Gabriel, qui craignait que même la logique d'Alejandro ne puisse être ébranlée par un préjugé esthétique si ancré dans la société. Gabriel exposa le cas de Carmen avec objectivité, soulignant ses qualifications extraordinaires, sa performance lors de l'entretien et, avec prudence, mentionna la question de l'apparence, anticipant une éventuelle objection. Alejandro écouta en silence, les yeux fixés sur les documents, le visage indéchiffrable. Véronica, qui avait insisté pour être présente afin d'offrir son soutien, mais en réalité pour assister au rejet attendu de Carmen, contenait à peine un sourire narquois. À la stupéfaction de Gabriel et à l'horreur absolue de Véronica, Alejandro leva les yeux et déclara de sa voix grave et posée « Embauchez-la ». Véronica s'étouffa discrètement. Gabriel, surpris mais soulagé, demanda confirmation. « Monsieur, juste pour mémoire, son apparence. » Alejandro l'interrompit. « Les préjugés sont des facteurs émotionnels qui obscurcissent le jugement rationnel, Gabriel. L'aspect physique d'un employé ne génère pas de bénéfices et ne résout pas de problèmes. Complexe. Mon intérêt réside uniquement dans la capacité intellectuelle et l'efficacité qu'elle peut apporter à cette entreprise. Et, d'après votre rapport, elle possède les deux en abondance. La logique du calculateur avait prévalu, mais il y avait autre chose dans son regard, une ombre fugitive que Gabriel ne parvint pas à déchiffrer. La décision d'Alejandro, cependant, comportait une dimension plus profonde et intensément personnelle, un écho douloureux de son passé. En analysant le profil de Carmen, un souvenir vivace de sa défunte épouse, Elena, et de la sœur jumelle de celle-ci, Isabelle Montero, envahit son esprit. Isabelle, dont le visage avait également été défiguré dans le même tragique accident de voiture qui avait coûté la vie à Elena 15 ans plus tôt, vivait depuis lors recluse dans le manoir familial. Le traumatisme physique et émotionnel l'avait emprisonnée, la transformant en une ombre d'elle-même, incapable d'affronter le monde et ses regards. Alejandro voyait, en Carmen, ou du moins osait l'espérer, un phare. Une femme qui, confrontée à des circonstances physiques tout aussi difficiles, avait non seulement survécu, mais avait choisi de se battre, de ne pas se laisser définir par ses cicatrices ou par la perception d'autrui.
Il y avait une force en Carmen qu'il désirait désespérément voir, d'une manière ou d'une autre, contaminer Isabelle, peut-être la réveiller de la longue nuit d'isolement auto-imposé. C'était un pari risqué, un espoir fragile, mais, pour Alejandro, cela valait la peine d'essayer, ne serait-ce qu'en hommage silencieux à la mémoire d'Elena. Les débuts de Carmen chez Entreprise Montero furent exactement comme elle l'avait prévu dans ses pires scénarios, mais aussi avec la résilience qu'elle avait appris à cultiver. L'hostilité au bureau était palpable, parfois voilée par des regards en coin et des chuchotements interrompus lorsqu'elle s'approchait, d'autres fois ouverte et cruelle, surtout de la part de Veronica et de son cercle d'admirateurs. Veronica en particulier semblait s'être donné pour mission personnelle de faire de la vie de Carmen un enfer, trouvant de petites façons de l'humilier ou de saboter son travail initial. Carmen, cependant, était faite d'une étoffe plus résistante que ne l'imaginaient ses détracteurs. Elle affrontait chaque acte de harcèlement avec un professionnalisme glacial, refusant de donner à Veronica la satisfaction d'une réaction émotionnelle. Au lieu de cela, elle canalisait son énergie dans son travail. En quelques semaines, sa compétence exceptionnelle commença à briller de manière indéniable. Elle restructura des projets importants qui stagnaient, optimisa des processus avec une efficacité surprenante et, lors d'une réunion cruciale, impressionna un groupe d'investisseurs internationaux par ses connaissances techniques et sa maîtrise impeccable de leur langue maternelle. Alejandro Montero observait les performances de Carmen avec une satisfaction silencieuse. Ses attentes purement professionnelles étaient dépassées, mais c'était sa résilience face à l'adversité sociale au bureau qui l'impressionnait le plus. Il voyait en elle l'incarnation de la force qu'il espérait éveiller chez Isabelle. Après quelques semaines, sentant que Carmen était bien établie et avait démontré sa valeur incontestable, Alejandro la convoqua dans son bureau. Il fut direct. Comme toujours, « Carmen, j'admire votre force et votre professionnalisme. J'ai une demande personnelle, quelque chose qui dépasse vos fonctions ici. » Il parla alors d'Isabelle, de l'accident, de la réclusion et de la douleur qui la consumait. Il expliqua son espoir, bien que ténu, que l'exemple de Carmen, quelqu'un qui vivait et prospérait malgré des défis similaires, puisse offrir à Isabelle une nouvelle perspective, peut-être un chemin hors des ténèbres. « J'aimerais que vous rencontriez ma belle-sœur, Isabelle, non pas comme une tâche, mais comme une rencontre entre deux personnes qui pourraient, peut-être, se comprendre d'une manière que peu de gens y parviendraient. » Carmen écouta attentivement, le cœur touché par la vulnérabilité inattendue d'Alejandro et par la triste histoire d'Isabelle. Elle acquiesça, disposée à essayer. La première rencontre entre Carmen et Isabelle eut lieu dans la somptueuse mais sombre bibliothèque du manoir Montero. L'atmosphère était chargée d'une tristesse ancienne, l'air lourd de l'odeur des livres et des souvenirs douloureux. Isabelle apparut comme une figure éthérée, presque fantomatique, les yeux d'abord baissés, évitant le contact direct. Il y avait une immense prudence dans ses gestes, une fragilité qui contrastait avec la force que projetait Carmen. Le silence initial fut dense, presque palpable, tandis que les deux femmes se jaugeaient, reconnaissant les marques visibles et invisibles qui les unissaient et les différenciaient. Carmen, avec sa sensibilité aiguisée par sa propre expérience, n'essaya pas de combler le silence par des paroles vides ou des conseils faciles. Au lieu de cela, elle commença à parler d'elle-même, de son propre parcours avec les cicatrices, de la douleur du rejet, de la lutte quotidienne pour ne pas se laisser consumer par le regard des autres et par l'isolement. Elle se confia non pas en héroïne, mais en compagne de bataille, exposant ses propres vulnérabilités et les moments où elle avait failli succomber au désespoir. L'honnêteté brute de Carmen commença lentement à percer l'armure d'Isabelle. Il fut un temps, confessa Carmen, la voix douce mais ferme, où moi aussi, j'ai voulu me cacher du monde. Je pensais que mes cicatrices étaient tout ce que les gens voyaient, tout ce que j'étais. Mais j'ai alors réalisé que ma valeur intrinsèque, mon intelligence, mes capacités,
Tout cela restait intact, intouché par l'accident ou par ma condition. Et j'ai compris que refuser ces dons au monde, cacher mes capacités par peur du jugement d'autrui, était, d'une certaine manière, une trahison envers moi-même, une forme d'égoïsme. Ces mots résonnèrent profondément en Isabelle. La connexion sincère qui se forma lors de cette première rencontre, basée sur le partage d'une douleur commune et sur l'admiration mutuelle qui commençait à naître, amena Isabelle à s'ouvrir progressivement. Elle commença à parler de ses peurs, de l'ombre constante d'Elena, du sentiment d'avoir perdu non seulement sa sœur, mais aussi sa propre identité. Et, pour la première fois depuis des années, elle mentionna son ancien intérêt pour les manuscrits médiévaux, une passion qu'elle avait abandonnée en même temps que le reste de sa vie. Carmen écoutait avec empathie, sans jugement, offrant seulement la présence constante de quelqu'un qui comprenait. Les visites de Carmen au manoir devinrent régulières. Elle conversait pendant des heures, non seulement sur les difficultés à gérer les réactions des autres, mais aussi sur les livres, l'art et les rêves qu'Isabelle avait enterrés. À chaque rencontre, une petite lueur semblait s'ouvrir dans la vie d'Isabelle. Elle commença à prendre davantage soin d'elle, à s'aventurer dans d'autres pièces de la maison, et même à demander que d'anciens livres sur la paléographie soient apportés de la bibliothèque de l'université. L'influence de Carmen était subtile, mais transformatrice, comme le printemps qui arrive doucement après un long hiver. Tandis que l'amitié entre Carmen et Isabelle se renforçait, tissant un réseau de soutien et de compréhension mutuelle, Alejandro s'autorisait à observer le processus avec un espoir prudent. Lors d'une de ses conversations avec Carmen, il révéla davantage sur son passé et sur l'importance d'Elena dans sa vie et dans ses affaires. « Elena n'était pas seulement ma femme, dit-il, la voix empreinte d'une émotion rare. Elle fut la cofondatrice d'entreprise Montero. Elle possédait un esprit brillant pour les affaires, une intuition qui m'a souvent sauvé de décisions erronées. Sa vision a façonné ce que nous sommes aujourd'hui. » Il poursuivit, expliquant qu'il avait toujours perçu chez Isabelle, malgré son orientation plus académique et sa nature introspective, une étincelle de la même intuition pour les affaires qu'Elena possédait. C'était comme si une partie de l'essence d'Elena, sa perspicacité et sa créativité, vivait chez sa sœur jumelle. « Mon espoir, confessa Alejandro, a toujours été qu'Isabelle puisse un jour trouver sa place dans l'entreprise, qu'elle puisse utiliser ce don que je crois qu'elle possède. Peut-être, avec les progrès qu'elle fait, ce jour n'est-il pas si éloigné. » Poussé par l'évolution remarquable d'Isabelle et par la confiance qu'il plaçait dans la compétence de Carmen, Alejandro fit une proposition audacieuse. Il suggéra qu'elles travaillent ensemble sur un projet de grande importance pour l'avenir de l'entreprise. La restructuration complète de la division recherche et développement, un secteur qui stagnait et avait besoin d'une vision innovante. Initialement, proposa-t-il, vous pourrez travailler ici, au manoir, dans un environnement confortable pour Isabelle. Carmen, vous dirigeriez techniquement, et Isabelle pourrait apporter ses idées et, qui sait, redécouvrir son potentiel. Isabelle, qui n'aurait jamais imaginé se réengager dans le monde des affaires, ressentit un mélange de terreur et d'une excitation oubliée depuis longtemps. La force tranquille de Carmen, devenue son modèle de résilience, et la perspective d'un défi intellectuel, significatif, l'emportèrent sur ses peurs. Non seulement elle accepta le défi professionnel, mais, à la surprise d'Alejandro et à la joie profonde de Carmen, elle annonça après quelques semaines de travail intense et productif au manoir. « Je crois que je suis prête, je veux aller au bureau. » La réintroduction d'Isabelle dans l'environnement professionnel d'entreprise Montero fut planifiée avec le plus grand soin par Alejandro et Carmen. Ils choisirent une heure de moindre affluence, préparèrent un bureau plus isolé et informèrent discrètement les chefs de service de son arrivée. Cependant, il était impossible de contrôler tous les regards et tous les chuchotements. Isabelle, inévitablement, fut confrontée aux commentaires cruels de certains employés, à des regards curieux et impitoyables qui lui rappelèrent vivement pourquoi elle s'était isolée. L'impact initial fut douloureux, la faisant presque reculer. Cette nuit-là, ébranlée, Isabelle faillit tout abandonner.
Ce fut une longue et profonde conversation avec Carmen qui l'en empêcha. Carmen ne minimisa pas la douleur d'Isabelle, mais partagea ses propres expériences douloureuses, les humiliations qu'elle avait subies et subissait encore. Ils vont regarder Isabelle, certains vont juger, d'autres seront cruels. C'est inévitable, dit Carmen. Mais tu ne peux pas contrôler leur méchanceté ou leur ignorance. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Concentre-toi sur ton travail, sur tes capacités. Deviens si indispensable, si brillante, que ton apparence devienne une note de bas de page dans ton histoire. Les mots de Carmen, durs mais vrais, renforcèrent la résolution d'Isabelle. Elle ne se cacherait plus. Les mois suivants furent marqués par un travail acharné et un dévouement intense. Carmen et Isabelle, travaillant en parfaite symbiose, se plongèrent dans la restructuration de la division R&D. Carmen apportait son expertise en gestion et en processus, tandis qu'Isabelle, surprenant tout le monde, y compris elle-même, révélait une vision stratégique et une capacité à identifier les tendances futures qui rappelaient beaucoup l'éclat d'Elena. Le projet qu'elles développèrent ensemble était audacieux, innovant et promettait de révolutionner la manière dont Entreprise Montero envisageait l'avenir. Elles étaient prêtes à le présenter au conseil d'administration. Cependant, la veille de la présentation, ce fut le désastre. Des informations confidentielles sur le projet furent divulguées anonymement à certains membres du conseil et pire encore, à la presse spécialisée. La fuite ne se limita pas aux données techniques. Elle comprenait des attaques personnelles et sordides contre la stabilité mentale d'Isabelle, remettant en question ses capacités après tant d'années de réclusion. Des photos cruelles, comparant son apparence actuelle à celle d'Elena avant l'accident, furent diffusées dans une tentative claire et méprisable de saboter non seulement le projet, mais aussi la crédibilité et la confiance fragile d'Isabelle. La nouvelle tomba comme une bombe. Isabelle fut dévastée, la douleur et l'humiliation menaçant de la submerger à nouveau. Véronica et ses alliés dissimulaient à peine leur satisfaction. Mais cette fois, Isabelle n'était pas seule. Carmen resta à ses côtés, solide comme un roc, son indignation se transformant en une fureur froide et déterminée. Alejandro, furieux de la bassesse de l'attaque, leur assura à toutes deux qu'il découvrirait les responsables, mais que par-dessus tout, il leur faisait confiance. Face à cette démonstration de soutien et à la gravité de la situation, Isabelle prit une décision qui surprit tout le monde. Non seulement elle poursuivrait la présentation, mais elle insisterait pour la faire elle-même, seule sur scène. « Ils veulent me faire taire, me briser », dit Isabelle, les yeux brillants d'une détermination nouvelle et inattendue. « Je ne leur donnerai pas ce plaisir. Ils ont attaqué mon apparence et ma raison. Je vais leur montrer la force de mon esprit et de mon héritage. » Carmen ressentit une immense fierté, et Alejandro vit dans les yeux de sa belle-sœur la même flamme indomptable qu'il admirait chez Elena. Le jour de la réunion du conseil d'administration, l'atmosphère était tendue. Beaucoup s'attendaient à ce qu'Isabelle recule ou que la présentation soit un désastre. Lorsqu'elle monta sur l'estrade, un silence chargé d'attente s'installa, avec une dignité et un courage qui firent taire les plus sceptiques. Isabelle commença son discours en confrontant directement les attaques personnelles. « Oui, mon visage porte les marques d'une tragédie, » dit-elle, la voix ferme. « Et oui, j'ai vécu recluse pendant de nombreuses années, mais cela ne diminue en rien mon intelligence ni mon droit de contribuer. Et pour ceux qui remettent en question ma place ici, permettez-moi de leur rappeler que j'ai été, aux côtés de ma sœur Elena et d'Alejandro, l'une des fondatrices originelles de cette entreprise. » Le choc dans la salle fut palpable. Peu connaissaient ce détail de son histoire. Ensuite, Isabelle se plongea dans la présentation du projet de restructuration. Avec une maîtrise impressionnante des données, une clarté de raisonnement et une vision stratégique qui captivèrent même les membres les plus sceptiques du Conseil. Elle démontra non seulement la viabilité, mais aussi l'éclat de la proposition. Chaque diapositive, chaque argument, chaque projection révélait l'esprit vif qui
avait été endormi, mais non éteint. La passion dans sa voix était contagieuse. À la fin de la présentation, qui fut accueillie par un silence stupéfait suivi d'un applaudissement hésitant qui grandit jusqu'à devenir une ovation, Isabelle fit son annonce finale. « Ce projet n'est qu'un début », déclara-t-elle. « J'ai l'intention de réintégrer formellement Entreprise Montero en prenant le poste nouvellement créé de directrice de l'innovation et du développement stratégique. » L'étonnement initial laissa rapidement place à un murmure d'approbation. Le vote fut unanime. Isabelle Montero était de retour, plus forte et plus déterminée que jamais. Dans les mois qui suivirent, Isabelle s'épanouit dans ses nouvelles fonctions. Son esprit stratégique et sa capacité à anticiper les tendances du marché propulsèrent Entreprise Montero vers de nouveaux sommets d'innovation et de succès. Sa présence au bureau, autrefois source de chuchotements, devint un symbole de résilience et de génie. Carmen Ruiz, quant à elle, vit son talent et sa loyauté reconnus par une promotion au poste de vice-présidente du développement international. Un poste qui rendait enfin justice à ses qualifications. Les deux femmes, chacune à sa manière, devinrent des figures emblématiques, non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi dans les médias qui commencèrent à mettre en lumière leurs histoires comme des exemples de dépassement de soi et de redéfinition des concepts de succès et de beauté dans le monde aride de l'entreprise. Elles prouvèrent que la compétence et la force de caractère étaient les véritables atouts, capables de transcender tout préjugé superficiel. La culture chez Entreprise Montero commença à changer, subtilement au début, mais de manière constante. Alejandro Montero, observant la transformation d'Isabelle et l'impact positif de Carmen, sentit qu'une ancienne blessure dans son âme commençait à cicatriser. Il apprit à travers elle que la logique froide qui avait toujours guidé ses décisions devait être tempérée par l'empathie et le courage de parier sur le potentiel humain, même lorsque celui-ci se présentait sous des formes inattendues. Suivant l'exemple qu'il avait lui-même initié, il chargea Gabriel Torres de rechercher activement des talents qui, pour une raison arbitraire quelconque, étaient négligés par le marché. Quelque temps plus tard, Carmen Ruiz se préparait à interviewer une nouvelle candidate pour un poste important au sein de son équipe. La jeune femme, hautement qualifiée, souffrait également d'une condition qui affectait son apparence physique. En relisant l'impressionnant curriculum vitae, Carmen sourit. Elle se souvint de son propre parcours, des portes fermées, du pari de Gabriel, de la vision d'Alejandro et, surtout, de la force inspirante d'Isabelle. Elle réfléchit que les véritables et les plus invalidantes difformités n'étaient pas celles visibles à l'œil nu, mais celles qui résidaient dans l'âme, le préjugé, la mesquinerie, la peur. La vraie beauté, conclut-elle, résidait dans la force indomptable de l'esprit humain à surmonter l'adversité, à se relever et, ce faisant, à inspirer et à élever tous ceux qui l'entourent. Le cycle de reconnaissance de la valeur au-delà des apparences se perpétuait et Carmen se sentait profondément reconnaissante de faire partie de ce changement.